Starlight Energy. Light the way. Luca Aranguren, responsable du développement durable. Linda Elfried, coordonnatrice de conception. Paul Quentin, chargé de projet. Philippe Miron, directeur de l'optimisation. Bonjour tout le monde. À la suite de la mise en place de l'accord de Paris, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous a mandaté, Starlight Energy, afin de trouver une solution d'ingénierie pour lutter contre les changements climatiques. Nous sommes allés voir dans une école d'ingénierie avant-gardiste afin de voir ce que les étudiants avaient comme solution à proposer pour contrer cette problématique. Quelles seraient vos solutions pour combattre le réchauffement climatique? Je pense que la meilleure solution serait de ne pas dépenser d'énergie, d'économiser l'énergie qui peut être économisée et de se tourner vers des solutions alternatives. Je pense que augmenter le recyclage des matériaux, ça pourrait aider beaucoup contre ça. Je pense qu'il faut imposer une taxe de carbone sur les grands consommateurs. Je dirais de changer notre alimentation pour réduire les gaz à effet de serre. Des règles gouvernementales pour les entreprises qui émettent des gaz à effet de serre. Pensez-vous qu'une tour solaire pourrait aider? Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi une tour solaire. Je ne sais pas c'est quoi une tour solaire. Qu'est-ce qu'une tour solaire? Je ne connais pas. Peu de gens en sont conscients, mais la construction d'une tour solaire nous permet en effet de répondre à la tâche qui nous a été assignée. Nous avons donc comme objectif de concevoir et optimiser une centrale solaire à concentration dans le but de réduire les émissions de CO2 dans le domaine de la production d'électricité. Le principe de fonctionnement de base d'une tour solaire est le suivant. Les héliostats reflètent l'énergie solaire vers le haut de la tour. Un liquide caloporteur va emmagasiner cette énergie et il va être entreposé dans des réservoirs pour être utilisé afin d'activer un cycle de puissance. Voici le diagramme d'écoulement qui décrit notre procédé. Il est possible de constater qu'il y en a trois parties fondamentales bien distinctes. Commençons par la première unité. Dans cette première unité, les héliostats jouent le rôle de miroir pour refléter les rayons solaires vers le réceptacle cylindrique où se retrouvent les selles. Les selles sont chauffées jusqu'à une température de 565 degrés Celsius et sortent du récepteur vers le réservoir chaud. Le réservoir chaud possède un système de sécurité qui est activé lorsque la température monte assez pour déclencher une décomposition thermique des selles. Les selles chaudes se dirigent vers la deuxième grande partie du procédé, le cycle de puissance. Cette unité est le cœur du procédé, c'est où la production de l'énergie aura lieu. Le cycle est composé de 3 séries d'échangeurs de chaleur, 2 des types tube écalant et un rebouilleur, une turbine reliée à un générateur d'électricité et un condenseur avec des pompes pour remonter les flux de travail pour voir le premier échangeur de chaleur pour recommencer les cycles. Ces échangeurs de chaleur assurent que l'eau, le flux de travail employé par le cycle, restera à un état de vapeur surchauffé jusqu'à son arrivée à la turbine. L'eau passe par le rebouilleur pour rester en vapeur surchauffée et se dirige vers la turbine avec une énergie cinétique suffisamment importante pour la faire tourner. C'est la conversion de l'énergie cinétique en travail. Elle devient à ce point-ci de la vapeur saturée. L'eau est pompée vers le condenseur où elle revient à l'état liquide saturé pour commencer le cycle, qui est un cycle de Rankine. Le sel se dirige vers la troisième grande partie du procédé, le pompage des sels froids vers les récepteurs pour recommencer le cycle. Alors les sels continuent sa route alors qu'ils se rendent vers le réservoir froid à une température beaucoup plus basse que celle de l'entrée, ici rendu à 290 degrés. Après avoir passé par le réservoir froid, les sels sont pompés vers le récepteur à l'aide d'une pompe pour garantir la continuité du procédé. Les miroirs entourant la tour solaire sont aussi appelés héliostats. Ils représentent de 40 à 50% du capital initial investi. En effet, un projet de grande envergure peut accueillir plus de 10 000 héliostats et chacun d'eux atteindre 150 mètres carrés. On se doute donc que c'est une étape cruciale du procédé. Les rayons solaires ne peuvent pas eux seuls faire monter la température au-delà du cadre des 100 degrés Celsius sur la surface de la Terre, mais avec les héliostats, on peut concentrer assez de rayonnement solaire pour facilement atteindre plus de 1200 degrés Celsius en un point. Il existe deux types d'héliostats, les miroirs conventionnels et les héliostats à membrane étirée. Leur efficacité, c'est-à-dire leur capacité de réfléchir la lumière, est comparable, mais ils ont chacun leur propre avantage. Les miroirs conventionnels ont une capacité de réflexion de 94%, une bonne résistance aux intempéries et durent très longtemps.
Cependant, ils coûtent très cher, en bonne partie car ils ont besoin d'une armature énorme pour soutenir leur poids qui peut atteindre jusqu'à 4 tonnes. Les héliostats à membrane étirée, eux, sont plus légers et sont moins coûteux de par leur composition en tant que telle. L'un de leurs avantages est aussi que l'on peut appliquer une basse pression à l'intérieur des 2 couches de métal pour créer une surface concave qui augmentera la précision de la réflexion des rayons, un peu à la manière d'une loupe. Cependant, c'est un matériel évidemment plus fragile que les miroirs conventionnels et c'est une technologie qui n'est pas encore totalement maîtrisée. Le choix du liquide caloporteur est capital pour une centrale solaire. On veut pouvoir aller chercher le plus grand écart de température possible sans dénaturer le fluide que l'on utilise. Tout cela en respectant les contraintes des matériaux de l'usine afin d'aller chercher le travail maximal possible du cycle thermodynamique. Nous avons 4 principaux fluides caloporteurs, les fluides organiques, l'huile, l'eau liquide et les sels fondus. Dans tous les cas, on choisira le bon fluide par rapport à 2 facteurs, les caractéristiques physico-chimiques désirées et la décision d'emmagasiner ou non l'énergie thermique pour une utilisation lors de la nuit ou de périodes d'ennuagement prolongées par exemple. On regardera 2 aspects pour prendre une décision entre l'eau et les sels fondus qui sont les plus utilisés dans le cadre d'une tour solaire. Premièrement, la conductibilité thermique, c'est-à-dire l'aptitude du fluide à transférer la chaleur, est en faveur de l'eau avec plus de 50% d'efficacité à ce niveau. Deuxièmement, la capacité thermique, c'est-à-dire la capacité du fluide d'accumuler l'énergie sous forme de chaleur, est aussi en faveur de l'eau, avec une capacité au-delà du triple de son concurrent. Cependant, en pratique, comme l'eau se vaporise facilement comparativement aux sels fondus et que les contraintes sur les équipements seraient totalement irréalistes, les sels fondus vont être priorisés. Effectivement, ils sont capables d'emmagasiner plus du double d'énergie par mètre cube que l'eau dans l'écart de température auquel le site opère. Le principal avantage de cela est que l'on pourra accumuler jusqu'à 15 heures d'énergie thermique dans certains cas contre seulement 1 heure pour l'eau. Le système de pompe et de valve est un autre élément important du procédé, car il fournit de l'énergie au liquide dans la centrale afin que ceci puisse vaincre le frottement dans la tuyauterie et afin qu'il puisse vaincre la gravité en remontant la tour qui atteint en général une centaine de mètres. Il faut porter une attention particulière à 2 caractéristiques physico-chimiques des liquides lorsqu'on veut faire le bon choix de ces équipements. Leur viscosité, qui caractérise leur résistance à l'écoulement, et leur densité. Dans le cas des sels fondus que l'on utilise, ces 2 caractéristiques sont très près de celles de l'eau, et donc peu problématiques pour les pompes et les valves. Cependant, étant donné l'énorme débit de fluide à déplacer, la puissance des pompes devra tout de même être très grande. On utilisera d'ailleurs des pompes centrifugeuses qui sont bien adaptées à ce type de travail intense. Les valves sont particulièrement à risque lorsqu'elles s'ouvrent ou se ferment complètement lors de la transition de la nuit vers le jour où l'on doit isoler les conduites de la tour par exemple. Elles subissent alors effectivement des variations extrêmes de pression et de température. Il faut donc qu'elles soient composées d'alliages qui pourront se dilater de façon homogène si l'on veut éviter leur bris. À noter que l'on doit avoir un traçage thermique sur la plupart des pompes et des valves étant donné que c'est sur celles-ci que les risques de solidification par l'abaissement de la température sur le point de fusion sont les plus hauts. Le caliche est une roche principalement retrouvée au Chili et qui est utilisée dans la production de sel de tours solaires. L'extraction et la production de nitrate de sodium et nitrite de sodium se fait par lixiviation à 70 degrés avec de l'eau à partir du caliche préalablement broyé et trié. L'étape suivante est la séparation par filtration, puis l'étape de cristallisation fractionnée pour lequel le NaO3 dans la liqueur a une solubilité différente qui lui permettra de cristalliser à une température différente de celle des autres constituants du caliche. Ensuite, les cristaux de NaO3 sont isolés de l'eau mère par centrifugation et afin de récupérer un maximum de nitrate de sodium, la terre épuisée est relessivée. Le nitrate de sodium et le nitrite de sodium peuvent aussi être synthétisés à partir de réactions. Les 4 premières réactions avantagent la production de NaO2, tandis que la 5e réaction provoque des rejets de gaz nitreux nocifs qu'il vaut mieux éviter. Les 2 dernières réactions permettent de produire surtout du NaNO3. En ce qui concerne la production du nitrate de potassium, naturellement, la matière organique azotée peut se transformer en nitrate par décomposition. Le nitrate de potassium peut également être obtenu de façon synthétique à partir de nitrate de calcium, de chloride de potassium et d'acide nitrique. Un des phénomènes importants à comprendre avant de concevoir une centrale solaire est celui de la décomposition thermique des sels, plus spécifiquement des nitrates, car c'est les nitrates qui sont utilisés dans notre procédé. Le nitrate à haute température se décompose en nitrite et en dioxygène. Pour augmenter cette température de décomposition, nous utilisons des mélanges de sels. Les mélanges utilisés en industrie sont le Salutec et le sel solaire. Il peut aussi avoir un ajout d'impuretés qui va affecter la température de décomposition thermique soit à la hausse, soit à la baisse selon le mélange de sels. Un problème lié à l'utilisation des sels dans le procédé est celui de la corrosion.
Dans le procédé, il va y avoir 3 types de corrosion. La corrosion uniforme, la corrosion par piqûre et la corrosion galvanique. La corrosion uniforme se passe de façon uniforme dans tout le procédé, dans le réservoir et dans la tuyauterie, tandis que la corrosion par piqûre et la corrosion galvanique sont des phénomènes microscopiques qui se passent à des lieux très précis. Les 5 réactions présentées ci-dessous sont les réactions de corrosion dans le réservoir. Les 3 premières se passent en atmosphère par-dessus les sels, tandis que les 2 dernières se passent dans le mélange de sels liquides. La 5e réaction montre que c'est le chrome qui se fait oxyder. Les problèmes liés à la corrosion sont la diminution de volume disponible pour les fluides qui provenaient des problèmes de circulation, la détérioration des propriétés mécaniques qui pourraient mener à des bris et des déversements de sel, la modification des propriétés physico-chimiques qui rend la modélisation très complexe, et des transferts de chaleur moins efficaces car les gaz sont de très mauvais conducteurs thermiques et il y a formation de couches d'oxyde et cette couche d'oxyde rend les transferts de chaleur moins efficaces. L'échangeur de chaleur qui est utilisé pour transférer l'énergie des sels vers l'eau est un échangeur de chaleur de type tube 40. Les 2 fluides vont circuler à contre-courant. C'est le sel qui va se retrouver dans les tubes car ils sont plus faciles à changer et ou à nettoyer. Finalement, il va y avoir des problèmes de corrosion dans les tubes car c'est le sel qui circule et les films d'oxyde qui se déposent sur les parois peuvent changer le comportement des échanges de chaleur. Finalement, la solution aux matériaux qu'on a identifiés est l'utilisation d'acier inoxydable le 316 SS. C'est un alliage de chrome et de nickel principalement. Le chrome sert à créer un film d'oxyde pour protéger le matériau, tandis que le nickel sert à l'amélioration des propriétés mécaniques de l'alliage. Les prochaines étapes à suivre dans notre projet sont la réalisation de bilans de masse et d'énergie pour définir l'efficacité énergétique de notre projet. Nous allons utiliser comme base de calcul une puissance de 50 MW. Cette puissance nous permettrait de satisfaire à la demande énergétique d'environ 45 000 habitants en Australie. L'équipe de Starlight Energy vous remercie de votre écoute et de votre implication qui représente un pas de plus vers un futur rayonnant.